Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les relations internationales. Nous allons aborder la troisième partie. Grand 3, la fin de la guerre froide, l'effondrement du communisme. Et en A, nous pouvons d'abord voir comment le bloc soviétique a explosé. Le symbole de cette explosion est la situation de l'Allemagne où le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'effondre sous la pression populaire. À peine un an plus tard, en octobre 1990, l'Allemagne est réunifiée. Cependant, au-delà du symbole allemand, le processus libéral s'était enclenché dès l'été 1989 avec en effet le déroulement d'élections libres en Pologne et en Hongrie. Grand B, l'implosion de l'URSS. D'abord, il faut rappeler les faits. L'implosion a lieu en deux temps. À partir de 1990, de nombreuses républiques soviétiques proclament leur indépendance, comme en particulier les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Puis, à Moscou, des dirigeants communistes tentent un coup d'État pour sauver le régime. Le président de la République de Russie, Boris Eltsine, fait échouer la tentative. Gorbatchev est libéré, mais c'est un président affaibli qui préside une union qui n'existe bientôt plus. Le 25 décembre 1991, il démissionne lors d'une allocution à la télévision. Le pacte de Varsovie et le CAEM sont dissous. Sur les cendres de l'URSS, on va créer la Communauté des États indépendants, la CEI. Petit 2, les causes. Comment expliquer un tel effondrement et aussi rapide? Gorbatchev s'est lancé simultanément dans une série de réformes politiques, qu'on appelle la glasnost, et de réformes économiques, qu'on appelle la perestroïka. Le tout dans une période économique très défavorable. C'est donc paradoxalement une volonté de réformer, de faire évoluer le régime communiste, mais dans un contexte particulièrement défavorable, qui est un des facteurs les plus importants de l'explication de la disparition du système soviétique. Toutefois, il ne faudra surtout pas négliger non plus le rôle des dépenses militaires qui pèsent sur le budget de l'État soviétique. Entre 1989 et 1991, le monde voit disparaître l'ordre issu de la Seconde Guerre mondiale. Cette fin aussi rapide qu'inattendue va favoriser le développement de foyers d'instabilité. Une dernière partie, le grand 4, le paradoxe des années 90, la fin de la guerre froide, mais la multiplication des points chauds, des points de tension, de conflits dans le monde. Et d'abord un grand A, la multiplication des tensions et des conflits. Un premier facteur d'instabilité, c'est une liste de difficultés et de problèmes que rencontrent certains pays. On peut évoquer les crises économiques, les problèmes de développement, donc plus durables, et enfin la croissance démographique qui engendre donc ces trois facteurs, crise économique, problèmes de développement et croissance démographique, qui engendrent de l'instabilité. Deuxième élément dans ce grand A, des revendications réaffirmées. Quelles sont-elles? Elles sont de trois types. Des revendications traditionnelles, on va dire, souvent nationalistes ou religieuses, comme en Yougoslavie, avec la guerre civile, ou avec le FIS, le Front islamique du salut, en Algérie. Deuxième type de revendication, les revendications frontalières. On peut évoquer le conflit au Moyen-Orient entre Israël et les États voisins, arabes, et aux Palestiniens. La principale difficulté, notamment avec l'Égypte ou avec la Jordanie, c'est le tracé des frontières. Enfin, dernier élément, des contentieux ethniques. On peut évoquer la question de la guerre civile et du génocide au Rwanda en 1994, ou plus durablement malheureusement, le conflit ou les conflits successifs en Afghanistan. Troisième élément dans ce grand A, un changement d'échelle de la menace terroriste. Dans les années 90, Al-Qaïda apparaît avec des attentats contre déjà le World Trade Center, dans les souterrains, dans les parkings, ou contre des ambassades américaines, notamment au Kenya. Dans les années 2000, avec la série d'attentats qui commence avec le 11 septembre, Al-Qaïda s'érige en opposant aux États-Unis de George Bush.
La décennie sera marquée par cette guerre contre le terrorisme. Un dernier aspect, grand B, l'ONU et les États-Unis, les gendarmes du monde. Petit 1, donc, les Nations Unies. Elle a vu son rôle humanitaire s'accroître avec le développement dans les années 90 de ce qu'on a appelé le droit d'ingérence humanitaire, comme par exemple lors du conflit et de la guerre civile en Somalie en 1992. Qu'est-ce que c'est que ce droit d'ingérence humanitaire? C'est la possibilité d'intervenir dans les affaires intérieures d'un État afin de sauver des populations civiles mises en difficulté par les tensions ou le conflit. Mais les Nations Unies ont aussi un rôle militaire dépendant de la bonne volonté de ses membres, car les Nations Unies ne disposent pas d'armées propres. Les casques bleus, en effet, sont mis à disposition par les États membres, et donc il faut un temps d'organisation et de mise à disposition. Donc entre l'apparition d'une crise et la mobilisation éventuelle de casques bleus et de leur équipement, une durée importante peut être constatée. Deuxième élément, le financement des Nations Unies est assuré en grande partie par ses membres et certains ne payent pas toujours dans les temps, ce qui met en difficulté les opérations et le fonctionnement des Nations Unies. Petit 2 donc, les États-Unis. Les États-Unis interviennent et ont les moyens d'intervenir sur toute la planète avec ou sans accord de l'ONU. Avec l'accord en 1991 durant la première guerre du Golfe, sans accord en 2003 avec la seconde guerre d'Irak ou la seconde guerre du Golfe. En fait, les États-Unis interviennent pour défendre leurs intérêts économiques, intérêts financiers, intérêts géopolitiques, ou pour freiner des puissances régionales, comme la Chine ou la Russie. En conclusion pour ce chapitre, la disparition de l'URSS a créé un vide sur la scène internationale qui a favorisé le développement de zones de conflit et le terrorisme international, que les États-Unis ne peuvent ou ne veulent pas gérer ou ne veulent plus gérer seuls. Alors que dans le même temps, le Japon et l'Union européenne, mais aussi la Chine, ne peuvent assurer la relève autant par un manque de moyens que de leur propre impréparation politique et militaire à ce nouveau rôle. Paradoxalement, la fin de la guerre froide a fragilisé le monde. Je vous renvoie au schéma de la page 21, 27 et 23 pour synthétiser l'ensemble du chapitre.